Merci de votre confiance sans cesse renouvelée à Gabon 24, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce 6e numéro de votre magazine d'investigation, Les Enquêtes de Gabon 24, une émission consacrée aux problèmes ou encore aux problématiques sociopolitiques, économiques ou culturelles. Le 25 octobre dernier, les agents de la Poste SA ont déclenché un mouvement de grève pour réclamer leur arriéré de salaire, prenant ainsi en otage tous les fonctionnaires qui avaient effectué le déplacement pour percevoir leur dû. Cette situation a emmené notre équipe d'enquête à investiguer afin de comprendre les éléments qui ont pu bien conduire le groupe Poste SA dans le gouffre. Quelle est l'ampleur des dégâts? Comment le fossé s'est-il créé? Peut-on situer les responsabilités? Pour en savoir un peu plus, mesdames, messieurs, voici pour vous la première partie du thème au cœur du scandale de la Poste SA. Le 25 octobre 2016, l'on note une certaine effervescence à la recette principale de la Poste SA. C'est le jour de paye des fonctionnaires gabonais domiciliés à la Poste Banque, l'une des filiales de la Poste SA. Lorsque notre équipe s'approche pour s'enquérir de la situation, l'on découvre simplement que les fonctionnaires qui ont effectué le déplacement dans l'optique de percevoir leur salaire sont pris en otage par les postiers qui viennent de déclencher un mouvement de grève. Pour en savoir plus, nous nous rapprochons du syndicat national de la Poste. C'est son trésorier général qui nous reçoit. Il conviendrait de rappeler que depuis octobre 2015, nous ne sommes plus payés à date. Et cela a toutes les conséquences sur nos vies, sur nos activités et sur nos familles. Lors de l'arrivée du président à Dandé, nous étions toujours payés le 20 de chaque mois. Il nous a expliqué que nous ne pouvons plus être payés le 20. Il nous a promis d'être payés le 30 de chaque mois. Le 30 de chaque mois. Mais malheureusement, chose qui n'a jamais été faite. Et ce qui a eu pour conséquence les retards de paiement, les retards avec les échéances de crédit et tout ce que nous avions comme engagement auprès des tierces. Le syndicat, juridiquement, est l'entité qui doit accompagner le personnel, que nous aussi, nous sommes. C'est ainsi que le mouvement s'est durci. Avec le 25, nous nous exigions d'être payés pour le mois d'octobre, le mois de septembre, octobre et le 13e mois. Malheureusement, nous n'avons pas eu tout ce que nous voulons. Nous aurons souhaité que le gouvernement puisse nous payer aussi bien les 2 mois des arriérés que le 13e mois 2015 que nous considérions comme un acquis, que nous avons toujours eu depuis que nous sommes dans cette entité. Aujourd'hui, les explications ont été données par la tutelle, par le ministre de l'économie quant au paiement de ce 13e mois, mais qui, nous espérons, sera payé dans la mesure où on doit prendre ça dans les revendications au même titre que le dossier de Bikele ou l'éclaircissement de la situation de la Poste. Au sortir de cet entretien, nous réalisons que c'est une véritable crise qui secoue la Poste SA. Pour comprendre cette crise, nous décidons d'intensifier nos investigations. De celle-ci, il ressort qu'à partir de l'année 2012, l'ancienne équipe dirigeante, conduite par Alfred Mabika, dans l'optique de compenser les baisses prévisibles du cœur d'activité de la Poste se rapportant au courrier, décide de mettre en place une stratégie de développement de relais de croissance autour de 5 filiales. C'est dans ce contexte que 2 filiales voient le jour en 2012, Poste Banque et PosteNet. La première est une société anonyme et la seconde, une société à responsabilité limitée. Cette extension se poursuit 1 an après par la création de Poste Mail SA, Poste Transfert SA et Poste Immo SARL. Après la mise en place de ces nouvelles entreprises, les premiers grains de sable annonciateurs du blocage de l'engrenage se mirent également en place. Dans un premier temps, bien que l'idée d'accroître des relais de croissance autour de l'activité postale soit louable en soi, selon nos sources, il aurait été judicieux d'éclater l'organigramme de la Poste SA
par la création de directions techniques en lieu et place d'entreprises de plein exercice. L'impact immédiat de ce qui peut paraître comme une erreur stratégique a été la hausse exponentielle des charges aussi bien fixes que variables de ces entreprises. Dans un second temps, toujours selon nos sources, la structuration de ces filiales en termes de ressources humaines et plus précisément le personnel d'encadrement s'est faite sur des bases subjectives selon le degré d'affinité avec les dirigeants de la superstructure. En troisième et dernier temps, il n'y a pas eu un véritable renforcement de capacité de qualité. En d'autres termes, les personnels déployés dans ces différentes filiales n'ont pas bénéficié d'une formation compatible aux nouveaux métiers créés. L'ouverture d'un compte fait appel à plusieurs éléments, dont à savoir l'identité du client et tout ce qu'il y a comme élément selon le type de client. Mais en tant que gestionnaire et selon les cas palpables et particuliers, l'ouverture d'un compte peut se faire dans la précipitation pour pallier à un problème et les régularisations se font au fur et à mesure. Pour le cas de la Poste, nous avons plusieurs comptes où nous attendons. C'est des organismes, c'est des entreprises, mais nous n'avons pas pu régulariser ces situations. C'est un manquement criard. Donc, en fait, ces comptes sont restés comme ça. Il y a eu des mouvements sur ces comptes sans pour autant qu'on ne sache à qui ils appartenaient, parce que ce n'était pas régularisé. Oui, malheureusement, oui, il y a beaucoup de comptes jusqu'à présent qui n'ont pas été régularisés, où le problème se pose maintenant lorsqu'il y a des virements effectués pour reconnaître les signatures, les titulaires des comptes, et j'en passe. Il y a beaucoup des éléments qui sont passés inaperçus. Il y a des éléments soit par ignorance de l'activité bancaire ou alors par le fait que c'est la même personne qui est habilitée, à qui on donne peut-être ce pouvoir-là pour X ou Y raison. En marge de cette préoccupation non négligeable, nous poursuivons notre enquête sous une approche sectorielle pour comprendre ce qui a bien pu se passer. Sur le volet bancaire, l'on nous oriente vers Mme Éléonore Méomamili, ancien directeur administratif et financier de Poste Banque, aujourd'hui conseiller. Sur les lieux, c'est le désert total. Andrea, la préposée au secrétariat, nous remet un numéro de téléphone qui ne passe pas du tout. Nous revenons à la charge le lendemain, c'est toujours le désert. Après 48 heures, M. Steve Cassa, directeur de l'audit et du contrôle interne, consent à nous recevoir. Ce que nous découvrons est extrêmement effarant quand on sait que la fiabilité de tout système bancaire repose sur des règles prudentielles strictes. L'on apprend que Poste Banque, sur le plan du contrôle interne, ne s'est jamais doté d'un dispositif conforme au règlement de la Commission bancaire de l'Afrique centrale. Pas de service d'audit interne, pas de plan de contrôle annuel, pas de rapport de contrôle. Sur les contrôles comptables, non seulement les mesures mises en place étaient insuffisantes, mais elles ne permettaient pas d'identifier les erreurs et fraudes potentielles. Même les contrôles basiques, indispensables pour le suivi des comptes, étaient inexistants. Pour ce qui est du contrôle des caisses, il n'y avait aucune procédure de contrôle systématique et inopinée des caisses principales, encore moins un quelconque pointage des opérations de caisse, ce qui laissait subsister un risque important d'erreur ou de fraude sur ces opérations de caisse. Du suivi et du contrôle des engagements, une autre paire de manches. Les crédits s'octroyaient à la petite semaine et au petit bonheur la chance sans que la banque ne puisse disposer d'un outil lui permettant d'avoir une visibilité sur les facteurs rentabilité, structure du portefeuille par type de client, secteur d'activité, zone géographique afin de mesurer son exposition au risque de défaillance de sa clientèle. Sur le plan de la gestion des habilitations, ça a été la confusion totale au regard des insuffisances enregistrées. Certains employés de la Poste SA, non transférés à Poste Banque, ont conservé leurs habilitations actives dans le système. Aucune uniformisation entre le niveau d'habilitation
et les fonctions occupées par les uns et les autres. Et pour finir, le fameux système d'information Orion qui a constitué la plateforme sur laquelle toutes les opérations étaient effectuées. Comment comprendre qu'un système d'exploitation d'une banque située au Gabon soit géré non pas par une entreprise, mais par un individu, Michel Avramov, domicilié à Paris. On est au Gabon. Quelqu'un détient la gestion de notre outil de travail en France. Donc, il fait, disons qu'il peut travailler à son gré. Ben oui, puisqu'il a tous les codes d'accès. C'est-à-dire que si on le fait, non, là, c'est les informaticiens qui vont vous dire. Mais nous, personnellement, moi, personnellement, on a une maille à se chamailler tout en passé. À chaque fois que j'appelais, il fallait obligatoirement lui faire un mail. Et en lui faisant un mail, il fallait qu'on fasse copie à M. Mabika pour qu'il réagisse vite. Si on ne faisait pas copie à M. Mabika, vous pouvez attendre même 2 jours ou 3. Et renvoyer le mail et monsieur ne réagissait pas. Je fais partie avec Madame Milko Mindon. On est parti. On a vu parce que c'est nous qui avons géré la liquidation. Donc on a dit au PDG, Mabika, que Orion n'a pas de verrou. Moi qui étais plus formé sur Orion, j'ai dit à Mme Milko, on doit lui dire que Orion là c'est un système pour eux, il n'y a pas de verrou. On a déjà eu des problèmes à l'époque de M. Raïta, facile. Il est mieux qu'un nouveau président qui arrive, on doit changer Orion. Il a dit ok, il a pris note, il a noté, et puis on est reparti. On nous a affecté un comme directeur des opérations, moi comme chef de service opérations. Mais à ma grande surprise, Orion a été maintenu jusqu'aujourd'hui. Donc tout le temps qu'on est resté avec M. Mabika, Orion était toujours là. Mais quand je suis allé faire la formation d'Orion en France, Avramov, qui est devenu notre consultant, n'était pas propriétaire d'Orion. Il était, bon, je ne connais pas les termes des informaticiens, mais du côté informatique. Oui. Donc je ne peux pas vous dire lequel. Parce que les propriétaires, c'est Baker et Cooper. LSBI. LSBI, oui. Voilà. Donc, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'il faisait parce que j'étais du côté commercial, donc avec les opérations et autres, mais les informaticiens, je ne sais pas ce qu'il avait comme titre là-bas, mais il était là-bas, c'était pas lui le propriétaire. Et à ma grande surprise, avec la POSESA, il devient notre consultant. C'est-à-dire qu'on ne parlait plus avec LSBI, mais avec M. Avramov. À partir de cette configuration des choses, tous les ingrédients étaient réunis pour une véritable hécatombe financière au sein du groupe Poste SA. Une commission contrôle a été mise en place par la nouvelle équipe dirigeante et cette commission a effectué une mission du 4 au 6 décembre 2015. Le rapport de cette commission que nous nous sommes procurés est très édifiant. Ainsi, pour la période comprise entre 2012 et 2015, 8 cas de malversation commises par certains personnels de Poste Banque pour un total de 136 opérations frauduleuses ont été identifiées. Ces opérations représentent un préjudice financier potentiel de 2 751 millions de francs CFA. Ces différentes opérations sont classées en 5 catégories. La première catégorie concerne les flux disproportionnés sur compte pour laquelle l'on dénombre 10 cas pour une évaluation financière de 578 millions de francs CFA. Ici, il s'agissait pour un agent de créditer le compte d'un client d'un certain montant avec ou sans sa complicité, sans que ce client n'ait réellement approvisionné son compte avec de l'argent physique. Il ne restait plus qu'à faire des retraits réels en une ou plusieurs fois par le même opérateur. Deuxième catégorie, les virements non bouclés. Un seul cas détecté pour une perte de 383 millions de francs CFA. Pour cette catégorie, il s'est agi de procéder à un virement au bénéfice d'un client à partir de comptes internes sans débiter réellement le donneur d'ordre. Là aussi, il ne restait plus qu'au bénéficiaire et à son complice maison de se servir de cet argent
délestés à l'institution bancaire. Dans la troisième catégorie, relative aux espèces en route non bouclées, 640 millions de francs CFA se sont volatilisés pour un seul cas. Il était question, pour ce cas, du déclenchement d'une opération de versement du compte d'une agence à une autre. Autrement dit, il fallait transporter physiquement de l'argent d'un point A, point de départ, à un point B, point d'arrivée. Comme le dit l'intitulé, espèces en route non débouclées, les espèces se perdaient effectivement en route. Pour ce qui est de la quatrième catégorie, pour laquelle l'on dénombre le plus de cas, 122 au total, il s'agissait simplement d'annuler les opérations de versement d'espèces sans pièce justificative ou se basant sur la parole du chef d'agence après que le remettant soit parti. L'argent physique déposé par ce remettant devenait ainsi la propriété de l'agent opérateur de caisse et son chef d'agence. Perte enregistrée, 650 millions de francs CFA. La cinquième et dernière catégorie fait état de l'écart de la caisse principale. Il a été question de déclencher une opération de versement d'espèces sur le compte de Poste Banque domicilié à la Banque des États de l'Afrique centrale. À partir de ce compte de la caisse principale, l'argent physique a bien quitté la caisse principale, mais reste invisible au niveau du compte de la Banque des États de l'Afrique centrale. L'opération se déroule sur un trajet d'à peine 3 km. La perte est de 500 millions de francs CFA. Pour revenir à la problématique des crédits octroyés dans des circonstances confuses, Gabon 24 a pu se procurer la liste exhaustive des plus gros débiteurs, aussi bien professionnels que particuliers. Nous vous présentons ici le panorama des 10 entreprises les plus endettées vis-à-vis de Poste Banque. KBLD, avec un solde débiteur de plus de 116 millions de francs CFA. SCI Soji, 122 171 383 francs. Gym BTP, un peu plus de 110 millions de francs CFA. SGBI, plus de 185 701 321 000 francs CFA. SC BAT, un peu plus de 155 millions de francs CFA. Omed Voyage, plus de 155 millions de francs CFA. Groupe Teresa, plus de 133 millions de francs CFA. Prom Export, 86 232 970 000 francs CFA. TMSE, 101 499 807 francs CFA. Collège international, 132 547 195 000 francs CFA. Comme vous pouvez le constater, c'est une dette globale de près de 61 milliards de francs CFA, se répartissant entre les avoirs des épargnants, les fournisseurs, les contraintes fiscales et sociales, les salaires des personnels et frais de fonctionnement à laquelle devrait faire face la nouvelle équipe dirigeante pour le seul volet bancaire du groupe Poste SA. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi les administrateurs représentant l'État n'ont pas réagi en interpellant les plus hautes autorités? Qu'attend l'État pour enclencher une procédure judiciaire afin que les responsables puissent en répondre? Qui va devoir rembourser les épargnants? Autant d'interrogations auxquelles il va falloir apporter des réponses. De retour sur ce plateau pour la deuxième et dernière partie de votre émission, les enquêtes de Gabon 24. Et justement, l'auteur de cette enquête que vous venez de suivre est sur ce plateau. Il s'agit bien sûr de Jean-Pascal Ndong. Monsieur, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, vu la densité de cette enquête que vous venez de montrer aux téléspectateurs. Alors, la première question est de savoir, Jean-Pascal Ndong, et que depuis que vous faites ces enquêtes, c'est la première fois que vous traitez d'un sujet en deux parties. Quelles en sont déjà les raisons?
Ben, les raisons, elles sont toutes simples. Premièrement, c'est la densité des informations par rapport à cette enquête. Deuxièmement, nous travaillons sur un groupe, le groupe Poste SA, qui en son sein dispose de filiales, donc d'autres entreprises. Vous avez Poste Transfert, vous avez Poste Mail, vous avez Poste Net et Poste Imo. Et ce sont des entreprises constituées juridiquement. Oui. Vous comprendrez que pour aborder toutes ces questions, pour véritablement comprendre ce qui s'est passé, nous avons été contraints d'étaler l'enquête en 2 parties. Et justement, vous avez étalé l'enquête en 2 parties. Dans cette première partie, vous parlez plus de Postbank. Alors, la question est de savoir si le problème est aussi profond que cela, est-ce que ce scandale va au-delà de ce que nous voyons ou encore que nous appréhendons dans la société? Bien évidemment, le scandale, il est profond. Et pourquoi Postbank en première partie? Ben, tout simplement parce que c'est Postbank qui a payé le plus gros tribut. En termes de perte d'argent. Oui. C'est également Postbank qui a enregistré le plus gros nombre de malversations financières en termes de vol d'argent également. C'est également Postbank au début même de la crise parce que il faut dire que lorsque le groupe est mis en place, les autres sociétés qui pouvaient paraître comme des entreprises pouvant générer de l'argent n'en généraient pas, oui. Mais par contre, la masse salariale avait éclaté, et bien justement, c'est Postbank qui supportait, c'était une sorte de maquillage en interne, qui supportait les charges fixes et les charges variables des autres entités. Et c'est d'ailleurs ce qui a emmené l'équipe dirigeante à toucher à l'épargne de ceux-là qui avaient mis aux avoirs des épargnants. Oui. Ce qui constitue en matière de gestion une erreur bancaire. Vous avez des chiffres, on imagine? Oui, les chiffres au niveau de Postbank. Aujourd'hui, pour renflouer Postbank, il faut 61 milliards de francs CFA. 61 milliards. Pour vous imaginer. Et pour le groupe, il faut à peu près un peu plus de 100 milliards de francs CFA. C'est énorme. Pour l'ensemble du groupe, plus de 100 milliards de francs, pour être précis, 107 milliards de francs CFA. Et sur les 107 milliards de francs CFA, rien que Postbank prendrait 61 milliards de francs CFA. Vous voyez un peu. Et le reste des autres entreprises, dans le cas où on décide de garder les choses en l'état, c'est-à-dire garder la Poste, garder l'ensemble des filiales, qui peuvent également perdre le statut juridique actuel pour devenir de simples directions techniques, ce qui aurait pu se faire dès le départ. Alors Jean-Pascal Don, il est vrai qu'on n'a pas encore suivi la deuxième partie de votre enquête. On la suivra certainement lors de nos prochains numéros, mais je me permets déjà de vous poser cette question. Est-ce qu'on peut sauver le groupe SA, bien sûr? Le groupe Poste SA, vous voulez dire. Vous savez, la Poste, dans tout pays au monde, est un symbole, c'est un label. Et ce n'est pas au Gabon que nous allons laisser mourir la Poste. Enfin, je présume. Donc, d'abord, il faut de la volonté, une réelle volonté. Est-ce qu'il y a cette volonté aujourd'hui? Au stade actuel des choses, je peux dire que oui. Je peux dire oui au regard des actions qui sont actuellement menées par le ministre de tutelle et par la nouvelle équipe dirigeante du groupe. Le groupe, je disais donc, peut être sauvé. Il faut mettre de la volonté. Et au-delà de la volonté, il faudrait également situer les responsabilités. C'est extrêmement important. Il y a eu des malversations financières. Les auteurs de ces actes-là devraient être traduits en justice pour que cela ne se répète plus. Et justement, c'était la question que je voulais vous poser. Est-ce que les auteurs de ces actes pourront être traduits en justice jusqu'à ce que les responsabilités soient établies dans cette affaire? Bien sûr, sinon ça fera école. Ça fera école, ça veut dire que si aujourd'hui on ne prend pas de telles dispositions pour ce qui concerne la Poste, ça veut dire que demain, dans une entreprise parapublique ou carrément une entreprise nationale, les gens pourront se permettre de s'enrichir sur le dos des contribuables et ne pas s'attendre
à une quelconque poursuite judiciaire. Et la question est beaucoup plus complexe pour ce qui concerne la Poste dans la mesure où il y a les avoirs des épargnants. Vous déposez votre argent dans une banque, vous faites de l'épargne et l'on se sert de votre argent sans trop vous expliquer pourquoi on a mis la main sur votre argent et essayez d'imaginer la situation dans laquelle vous allez vous retrouver. C'est extrêmement grave et ça peut avoir des répercussions également graves sur un plan purement social. Ça se comprend et on sait que le problème du groupe Poste SA est assez profond et cela justifie bien sûr l'investigation de parties. Jean-Pascal Ndong, merci d'être passé sur ce plateau pour nous élucider un peu sur cette problématique du groupe Poste SA au Gabon. On se retrouvera certainement lors du prochain numéro. Certainement dans 15 jours pour la seconde partie. D'accord. Jean-Pascal Ndong, merci d'être passé. Merci, au revoir. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce numéro des enquêtes de Gabon 24. Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée. On se retrouve dans 15 jours exactement pour la deuxième partie de ce scandale au cœur de la Poste.